Je m'appelle Pierre Aski, j'ai 65 ans, je suis journaliste depuis très longtemps et j'ai toujours travaillé sur les questions internationales. Par goût aussi, peut-être parce que je suis né à l'étranger, je suis né en Tunisie, j'ai grandi en Tunisie avant de venir à Paris. Et donc voilà, dès que j'ai pu, je suis parti et je me suis retrouvé en Afrique du Sud, tout jeune journaliste. À l'époque de l'apartheid, j'étais correspondant de l'agence France-Presse et donc ça a été mon premier bain initiatique dans l'actualité puisque je suis arrivé pile au moment où il y avait la révolte de Soweto, des jeunes de Soweto en 1976 et donc j'ai passé 4 ans dans ce pays. J'ai été ensuite correspondant, j'ai rejoint ensuite l'équipe de Libération où j'ai passé 26 ans. J'ai été correspondant à Jérusalem, j'ai été correspondant en Chine, à Pékin. Et puis j'ai quitté Libération en 2007 avec quelques camarades et on a créé le site Rue 89, qui était le premier site internet d'information en France qui ne soit pas issu d'un média existant. C'était ce qu'on appelle un pure player. Et aujourd'hui, donc plus de 10 ans après, je suis chroniqueur sur les questions internationales à l'Obs. Et j'ai été élu l'an dernier, en 2017, donc président de Reporters sans frontières, qui est une association internationale basée à Paris et qui défend la liberté de la presse dans le monde. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Moi, j'ai fait ce métier parce que je rêvais d'une chose, c'était d'expliquer au public français des questions internationales complexes. Et il n'y a rien qui me rende plus heureux que de prendre un enjeu international compliqué, je ne sais pas moi, la question nucléaire en Corée du Nord, le Moyen-Orient évidemment, parce que ça fait partie des choses les plus complexes, certaines problématiques en Afrique ou la construction européenne, bref, des enjeux complexes dans lesquels les gens parfois ont du mal à entrer, n'ont pas les clés historiques, les clés économiques, géopolitiques, etc., et de rendre ça clair et compréhensible. Et je trouve que c'est une sorte de service public parce qu'il y a besoin aujourd'hui de comprendre le monde. On ne comprend pas ce qui nous arrive dans notre vie quotidienne au coin de la rue si on ne comprend pas la marche du monde. Ça peut paraître abstrait de dire ça, mais je pense que c'est extrêmement concret. La vie économique, par exemple, elle est aujourd'hui globalisée, on le sait bien, et ce qui se passe à un bout de la planète a des répercussions à l'autre bout de la planète. Pourquoi les Français doivent s'intéresser à la question de savoir si l'accord nucléaire iranien va survivre ou pas? Parce que ça aura des répercussions sur notre vie d'une manière ou d'une autre. Enfin bref, et c'est ça que j'essaye de faire passer. Je pense qu'on est dans un pays où, hélas, l'information grand public, essentiellement celle de la télévision, donc, reste très superficielle sur les enjeux internationaux. Il y a des bonnes émissions, il y a des bons carrefours d'infos, etc., des documentaires, etc. Mais globalement, si on prend la masse de la production d'informations à la télé, on reste très superficiel. Et moi, ce que j'aime, c'est au contraire aller le plus loin possible dans la compréhension d'un problème pour le rendre plus simple à la compréhension du lecteur qui n'a pas le temps ou l'opportunité de faire cette démarche. Faut-il réinventer un autre type de média pour réinformer les gens? Parce qu'il y a trop d'informations. C'est vrai qu'il y a trop d'informations, on appelle ça l'infobésité. Oui. Donc le fait que... c'est drôle d'ailleurs parce que quand les réseaux sociaux sont apparus, moi j'étais un grand fan de Twitter, je le suis toujours d'ailleurs, j'utilise énormément Twitter, c'est ma première entrée dans l'information le matin, c'est pas les radios, c'est pas les journaux, c'est Twitter. Mais j'ai cru au début que ça allait nous permettre de faire un tri d'une certaine manière, c'est-à-dire à partir du moment où sur un réseau comme Twitter, c'est vous qui choisissez les gens que vous suivez. Et donc, vous choisissez ceux qui vont vous envoyer des informations et à qui aussi vous allez envoyer des informations. Je pensais que ça allait permettre de filtrer cette obésité, justement, et de la rendre plus digeste, plus légère. C'est un peu le contraire qui se passe quand même. C'est qu'on est submergé d'informations
Et bon, moi c'est mon métier, donc je sais comment faire le tri et comment m'y retrouver. Mais je me mets à la place des gens qui ont un autre boulot à côté, qui passent la journée à bosser, qui tout d'un coup prennent en pleine figure cette avalanche d'informations non triées, non hiérarchisées, non vérifiées, parce que c'est évidemment un enjeu central aujourd'hui. Je me mets à leur place et je dis, mais il y a un, de quoi se décourager, et deux, il y a la tentation de tout prendre et donc de mal digérer, pour rester dans cette image de l'obésité, de mal digérer tout un tas d'informations qui ne sont pas passées par des filtres. Alors, d'un côté, il y a cette liberté phénoménale qu'a représentée cette infobésité. Le fait qu'on ait accès à tout, c'est une liberté. Mais paradoxalement, cette liberté tue la liberté, dans la mesure où elle nous fait avaler des informations dont on n'a pas besoin ou qu'on n'aurait pas envie de voir, et elle nous fait avaler des informations qui ne sont pas vérifiées, qui peuvent être fausses, qui peuvent être de la manipulation. Certaines peuvent être des erreurs humaines simples, d'autres peuvent être de la manipulation. Et on voit bien dans toutes les affaires qu'on a en ce moment, par exemple ce qui s'est passé aux États-Unis. On a beaucoup parlé récemment de la manière dont 87 millions de comptes Facebook ont été manipulés, les données personnelles utilisées pour cibler des gens avec des messages particuliers pendant la campagne électorale américaine. Donc on voit bien qu'il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Et il faut mettre de l'ordre sans censurer. C'est un peu tout le défi en ce moment, c'est comment réduire cette infobésité pour qu'elle devienne de nouveau crédible et digeste sans restreindre la liberté d'accès à l'information. Et je pense qu'aujourd'hui, personne n'a encore trouvé la vraie recette. Peut-être parce que les choses vont trop vite, parce qu'on voit bien, vous savez, nous on avait créé Rue 89 en mai 2007. Quand on a créé Rue 89, les smartphones n'existaient pas. Le premier iPhone est né en juin 2007, c'est-à-dire un mois après nous. Et ça a tout changé. 10 ans après, les gens consultent d'abord leur smartphone et passent plus de temps sur le smartphone que sur l'ordinateur ou devant la télé. Et donc, on voit bien qu'en une décennie, on a changé de monde. Alors c'est normal qu'on n'ait pas encore trouvé la solution à tous les problèmes, parce que certains sont nés en avançant, mais il faut quand même qu'on se presse un peu parce qu'il y a des vrais dangers dans cette situation. Le vrai danger, c'est que l'information en général ne soit plus crédible. Et si on n'a plus d'informations, on ne peut plus prendre de décisions. Mais je vous donne un tout petit exemple. Prenez l'affaire pour sortir de la politique et des affaires internationales, etc. Prenez l'affaire des vaccins. Le gouvernement annonce qu'il va falloir faire plus de vaccins, etc. Et tout d'un coup, vous avez sur Internet autant de gens qui disent c'est nécessaire que de gens qui disent attention, c'est dangereux, on va mourir, etc. Et comment est-ce que vous décidez, vous qui avez besoin de prendre une décision, est-ce que je vaccine mes enfants ou pas? C'est grave de ne pas les vacciner ou de les vacciner si c'est dangereux. Et vous avez une masse d'informations et vous ne savez pas qui a raison et qui a tort. C'est ça le problème, c'est que quand on n'a pas d'informations fiables, quand on n'a pas de gens en qui on a confiance, on n'a pas de sources d'informations en qui on a confiance, on finit par se méfier de tout et de ne plus pouvoir prendre de décisions en toute connaissance de cause. Le but de l'information, ce n'est pas de manipuler les gens, de les forcer à croire quoi que ce soit, c'est de leur donner les clés. Et c'est à eux ensuite de décider s'ils vont dans un sens ou dans l'autre. Comment voyez-vous l'avenir de la France? Moi, je pense que la France a une histoire incroyable. Elle a des atouts qu'elle a su développer à certains moments de son histoire qui lui ont donné une place particulière dans le monde aujourd'hui. Qu'elle garde cette place. Mais le monde a changé. Le monde a changé à la fois dans les équilibres mondiaux. Les Européens étaient les maîtres du monde au XIXe siècle. Le XXe siècle a été le siècle dominé par les États-Unis, d'abord par l'affrontement entre les deux blocs, mais ensuite par les États-Unis. Et aujourd'hui, on est dans un monde
ce qu'on appelle multipolaire, c'est-à-dire où en gros, il y a plusieurs centres de pouvoir et d'influence dans le monde. Vous avez la Chine d'un côté, vous avez la Russie de l'autre, vous avez des puissances moyennes comme l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Brésil en Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, etc. Bref, vous avez un monde qui est beaucoup plus complexe qu'autrefois, où en gros, souvenez-vous, souvenez-vous, vous étiez trop jeune, mais il y a 30 ans, il y avait le G7. Le G7, c'était les 7 puissances les plus industrialisées et les plus riches au monde. Ces 7 puissances, donc les États-Unis, l'Europe, le Japon, pour faire court, contrôlaient 80% de l'économie mondiale. Ils avaient les armées les plus puissantes et ils faisaient la pluie et le beau temps dans ce monde. C'est fini aujourd'hui, on n'est pas dans ce monde-là du tout. Et pareil pour l'économie. Les États-Unis restent la première puissance mondiale, mais la Chine est la deuxième puissance et elle sera sans doute dans quelques années la première puissance mondiale. Le pays le plus peuplé, ça ne sera plus la Chine, ça sera l'Inde. Bref, vous avez une redistribution des cartes à l'échelle mondiale. La France, elle pèse pas lourd si on prend la démographie. 65 millions d'habitants sur 7 milliards, c'est un confetti. Elle a un poids relatif économique qui est en baisse, puisqu'elle est dépassée par maintenant les puissances émergentes comme l'Inde ou la Chine. Mais elle reste un pays clé de cet équilibre mondial, à condition de retrouver un véritable équilibre interne. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a perdu peut-être 20 ans à tourner en rond, à ne pas voir les évolutions du monde, ou en tout cas à ne pas vouloir les voir d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on a laissé désindustrialiser la France en se disant « Ok, les t-shirts à 1 euro, on va les faire fabriquer en Chine ou au Bangladesh. Et nous, on va garder la valeur ajoutée parce qu'on est plus intelligent. » On se berçait d'illusions. Aujourd'hui, la Chine dépose plus de brevets scientifiques que l'Europe tout entière. Et bientôt, elle dépassera aussi les États-Unis sur ce plan-là. Donc, des pays qu'on a peut-être méprisés par un vieux fond colonial subconscient se révèlent aujourd'hui des acteurs majeurs de la planète sans qu'on puisse, nous, se targuer d'une supériorité ou d'une spécificité qui n'existe pas. Et donc, moi, je pense qu'on a en France et en Europe, parce que je pense que cette dimension est importante, c'est que la France, elle est un des pays fondateurs de l'Europe, elle en est un des gros pays, elle le sera plus encore quand le Royaume-Uni aura quitté après le Brexit, et elle a un rôle à jouer d'entraînement et de façonner cette Europe. Pourquoi je dis l'Europe? Parce que les grands enjeux internationaux aujourd'hui ne peuvent se régler qu'à l'échelle européenne. Prenez les rapports avec les GAFA, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, et Netflix, etc. Vous croyez que la France toute seule, l'Allemagne toute seule ou la Belgique toute seule a les moyens de faire face à des géants comme ça? C'est absolument impossible. C'est l'Europe aujourd'hui qui est capable d'imposer une amende de 13 milliards d'euros à Apple parce qu'ils ont joué avec la fiscalité en Irlande ou de forcer la main à Amazon ou à Facebook pour les sujets fiscaux ou autres. Donc c'est au niveau de l'Europe qu'il faut agir. Mais pour ça, il faut que la France ait une voix forte et cohérente. Et elle ne l'a plus depuis longtemps. Alors aujourd'hui, on paye le prix d'un abandon de cette modernisation permanente de la France, de tout pays d'ailleurs, mais enfin de la France en l'occurrence, qu'on n'a pas su faire au cours des 15-20 dernières années. Et on subit aujourd'hui les douleurs de cette transformation brutale. Je ne suis pas capable de juger si toutes les réformes qui sont engagées sont les bonnes. C'est pas ça que je dis, mais je pense que ce que nous ne pouvons pas nous permettre en tant que pays, c'est de ne pas bouger.
c'est de fermer les frontières comme le veulent certains en disant le monde est méchant, on va se replier sur nos frontières. C'est une illusion totale. Si on fait ça, notre niveau de vie baissera de manière dramatique et on sera balayé et on sera soumis à la volonté des autres. Donc le seul moyen aujourd'hui, c'est d'avoir une France plus forte, économiquement, politiquement, plus cohérente aussi dans sa manière d'organiser la société. Moi, je suis toujours consterné par certaines querelles, par la montée des communautarismes qui sont un repli identitaire, parce qu'on a l'impression que les décisions ne sont pas prises pour le bien commun. Et donc on se replie sur son noyau dur, communautaire ou régional ou religieux, etc. Et ça, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait au contraire qu'on retrouve la force de notre unité au lieu d'avoir les faiblesses de nos divisions. Et alors, par où ça passe ? Ça passe pas par des hommes providentiels, ça passe par des prises de conscience qui a peut-être des voies compliquées, mais qui nous permettent de retrouver cette force, de peser sur le cours des événements. Parce que si l'Europe aujourd'hui, dans les 5 prochaines années, 10 prochaines années, ne retrouve pas une cohérence, une vraie énergie et une capacité de peser sur les affaires du monde, le monde il sera décidé par les Américains et les Chinois, qui décideront des normes industrielles, qui décideront des normes environnementales, des normes sociales. Et même si nous pensons que nous sommes assez forts et que nous pouvons protéger nos frontières, ça sera une illusion. Aujourd'hui, on a un continent, l'Europe, avec tous ces défauts qu'on connaît bien, la bureaucratie, l'opacité de certaines décisions, certaines choses qu'on déteste, etc., mais qui est le continent qui a les plus fortes normes environnementales au monde, qui a la plus forte protection sociale au monde, qui a la plus grande liberté de circulation, de s'exprimer, de s'organiser, de publier des journaux, des livres, des émissions de télé, etc. au monde. Et ça, il faudrait quand même qu'on en prenne conscience pour ne pas le perdre. Alors, il ne s'agit pas d'avoir un discours catastrophiste en disant s'il n'y a pas l'Europe, c'est la guerre. C'est possible. L'Europe, elle a été créée pour empêcher la guerre. Elle a réussi à empêcher la guerre, au moins entre les pays qui en faisaient partie. Moi, je ne prendrais pas le pari de ce que serait l'Europe sans ces liens entre nos pays. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut surtout qu'on prenne conscience qu'on a créé quelque chose d'assez miraculeux quand on regarde l'étendue de la planète et la manière dont ça se passe ailleurs. Et au lieu de subir un nivellement par le bas global, on devrait plutôt s'organiser pour peser dans le monde, pour monter le reste du monde au niveau de l'Europe plutôt que de faire l'inverse. Mais quand on voit la montée des dangers, que ce soit celui de Trump, celui de Poutine, celui de la Chine, avec son rouleau compresseur économique qui agit avec des principes sociaux, etc., qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, je ne comprends pas qu'on ne se dise pas qu'on doit véritablement se réveiller et s'organiser pour... non pas pour lutter contre les autres, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est qu'en étant il n'y a qu'en étant autour de la table avec un poids réel qu'on peut peser sur les normes de cette planète. Vous avez un message pour la jeunesse, ceux et celles qui veulent se lancer comme vous dans le monde journalistique? Il y a plusieurs enjeux aujourd'hui qui devraient être très clairs pour un jeune qui veut se lancer, par exemple, dans l'information. C'est que je pense qu'on est dans une période de transformation du monde, technologique,
politique, sociétale, avec le brassage de population, environnementale, le changement climatique, même si on prend les mesures qui ont été décidées dans l'accord de Paris, on n'empêchera pas le changement climatique. On peut freiner peut-être l'arrivée des catastrophes, mais voilà. Donc on est dans ces périodes historiques. Vous savez, je pense que les gens au 19e siècle, quand on a découvert l'électricité, quand il y a eu les débuts de l'ère industrielle, ont eu le même type de choc qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire sentir que le monde auquel on appartenait ne sera plus. Et à l'époque, à Manchester, vous savez, la révolution industrielle, elle a commencé à Manchester, en Angleterre, dans l'industrie textile, qui était manuelle, et tout d'un coup, quelqu'un a inventé la machine, qui faisait le même travail que 3 hommes. Et il y a eu un mouvement qu'on appelle les Luddites, d'ouvriers qui sont allés casser les machines. Et ils ont cru qu'en cassant les machines, ils allaient empêcher ce bouleversement dont ils sentaient bien qu'il allait remettre en cause tout leur style de vie. Et de fait, alors ils ont perdu et la révolution industrielle a gagné, parce qu'elle ne pouvait pas ne pas gagner. Elle avait aussi beaucoup d'avantages. Et on voit bien qu'à chaque fois, il y a la partie plus et il y a la partie moins. Mais dans la partie moins, il y a ces ouvriers qui ont perdu leur travail à l'époque et l'histoire n'a pas dit ce qu'ils étaient devenus. Mais les Luddites du 19e siècle, ils ont leurs équivalents aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui regardent la révolution technologique en se disant « elle va nous piquer notre boulot, elle va nous mettre fin à notre vie privée, elle va ci, elle va ça ». Mais il y a la colonne plus. On voit bien que la médecine, la science ont fait des progrès absolument considérables et qu'on n'arrêtera pas cette roue, on peut la contrôler, on peut lui mettre des garde-fous pour qu'elle ne soit pas trop prédatrice, mais on ne peut pas l'arrêter. Et donc, moi, si j'étais un jeune journaliste aujourd'hui, à 20 ans, 25 ans, je me dirais, on vit une époque formidable pour l'information. Parce que ce que je disais au début sur moi, ma vocation, elle a été de raconter la géopolitique. Parce que j'ai grandi à une époque où tout ça était très fluctuant. Il y avait, comme aujourd'hui, des guerres au Moyen-Orient, il y avait l'affrontement des blocs, et on se posait plein de questions sur notre monde. Aujourd'hui, moi, si j'étais un jeune journaliste, je me dirais, mais ce bouleversement du monde qu'on est en train de vivre, tous azimuts, population, géopolitique, technologie, climat, il faut le raconter, il faut le mettre en musique, il faut le rendre perceptible aux yeux des gens. Si vous êtes aujourd'hui, vous voyez, le type de contradiction, je parlais tout à l'heure de la télévision et comment parfois elle simplifie les sujets à outrance. Dans le même journal télévisé, on va vous expliquer que de plus en plus de gens font leurs courses sur Internet. Et se font livrer ce qu'ils achètent au supermarché sur Internet ou les vêtements, etc. Et puis, 10 minutes après, on va vous dire « chez Carrefour, on licencie 3000 personnes et on ferme 29 magasins et les ouvriers sont en grève, etc. » Mais on ne fait pas le rapport entre les deux. C'est ce rapport-là qui est l'intelligence de l'information, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un rapport entre le fait que voilà, on a changé nos habitudes de consommation, qu'on va plus faire ces samedis après-midi catastrophiques à l'hypermarché où on s'engueule avec les enfants qui courent en criant et qui veulent des jouets, etc. Ce que tout le monde a vécu à un moment ou l'autre dans sa vie. On fait ça derrière son ordinateur, on se fait livrer quand on veut chez soi, etc. Sauf que on ne va plus au magasin. Et ça a des conséquences sur l'organisation de la distribution. C'est qu'un tout petit exemple, mais je pense qu'une partie importante du travail journalistique aujourd'hui, c'est de faire se connecter ces informations d'origine diverses et qui font que ça transforme l'environnement dans lequel on est. Donc si un journaliste aujourd'hui, un jeune journaliste, il faut qu'il prenne à bras-le-corps cette explication du monde et qu'il prenne à bras-le-corps aussi la transformation de ce métier. Parce qu'aujourd'hui, on va plus... il y aura encore des grosses organisations comme la télévision, etc., qui parleront à des millions de personnes, mais la plupart des gens prennent leur information différemment aujourd'hui. Et donc, l'organisation de la collecte de l'information, de la distribution de l'information
l'économie des médias, elle a complètement changé. Et un jeune journaliste aujourd'hui doit se poser des questions que moi je ne me posais pas quand j'avais 20 ans. Moi, je me suis dit, je vais rentrer dans tel journal ou tel organe de presse parce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire. Je ne me posais pas la question de créer ma propre entreprise, par exemple. Je l'ai fait plus tard dans ma vie par nécessité. Pourquoi on l'a fait? Parce que Libération a plongé dans la crise en 2006 et qu'on s'est dit, il faut qu'on aille sur Internet et c'est là qu'il y a le salut peut-être. Ce sont des problématiques qu'on ne se posait pas à l'époque. Donc un jeune journaliste aujourd'hui doit se poser à la fois la problématique du contenu, de ce qu'il va raconter du monde, et il y a un enjeu énorme à être crédible, fiable et à raconter aux gens la complexité des choses, rentrer dans la complexité pour les rendre simples. Et de l'autre côté, il doit aussi se poser la question de l'économie de son secteur, qui est celui des médias, mais la même logique s'applique à tous les secteurs aujourd'hui qui sont en transformation. Et donc, moi, je pense que c'est plus dur de devenir un journaliste aujourd'hui que ça l'était à mon époque, mais c'est autant, sinon plus excitant. Sur ce, M. Aski, merci infiniment pour votre partage. Merci à vous.